Chapitre 15 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Les 7 bandits. Section 1. Madame peut-elle recevoir? Dolores Kesselbach prit la carte que lui tendait le domestique et lut. André Bonny. Non, dit-elle, je ne connais pas. Ce monsieur insiste beaucoup, madame. Il dit que madame attend sa visite. Ah, peut-être, en effet. Conduisez-le jusqu'ici. Depuis les événements qui avaient bouleversé sa vie et qui l'avaient frappé avec un acharnement implacable, Dolores, après un séjour à l'hôtel Bristol, venait de s'installer dans une paisible maison de la rue des Vignes, au fond de Passy. Un joli jardin s'étendait par derrière, encadré d'autres jardins touffus. Quand des crises plus douloureuses ne la maintenaient pas des jours entiers dans sa chambre, les volets clos, invisibles à tous, elle se faisait porter sous les arbres et restait là étendue, mélancolique, incapable de réagir contre le mauvais destin. Le sable de l'allée craqua de nouveau et, accompagné par le domestique, un jeune homme apparut, élégant de tournure, habillé très simplement, à la façon un peu surannée de certains peintres, col rabattu, cravate flottante à pois blancs sur fond bleu marine. Le domestique s'éloigna. « André Bonny, n'est-ce pas ?» fit Dolores. « Oui, madame. »« Je n'ai pas l'honneur ?»« Si, madame. » Sachant que j'étais un des amis de madame d'Ernemont, la grand-mère de Geneviève, vous avez écrit à cette dame, à Garches, que vous désiriez avoir un entretien avec moi. Me voici. Dolores se souleva, très émue. Ah, vous êtes... Oui. Elle balbutia. Vraiment, c'est vous? Je ne vous reconnais pas. Vous ne reconnaissez pas le prince Paul Cernine? Non, rien n'est semblable, ni le front, ni les yeux. Et ce n'est pas non plus ainsi que les journaux ont représenté le détenu de la santé, dit-il en souriant. Pourtant, c'est bien moi. Un long silence suivit, où ils demeurèrent embarrassés et mal à l'aise. Enfin, il prononça. Puis-je savoir la raison? Geneviève ne vous a pas dit? Je ne l'ai pas vue, mais sa grand-mère a cru comprendre que vous aviez besoin de mes services. C'est cela, c'est cela. Et en quoi? Je suis si heureux. Elle hésita une seconde, puis murmura. J'ai peur. Peur? S'écria-t-il. Oui, fit-elle à voix basse. J'ai peur de tout. Peur de ce qui est, et de ce qui sera demain, après-demain, peur de la vie. J'ai tant souffert, je n'en puis plus. Il la regardait avec une grande pitié. Le sentiment confus qui l'avait toujours poussé vers cette femme prenait un caractère plus précis aujourd'hui qu'elle lui demandait protection. C'était un besoin ardent de se dévouer à elle, entièrement, sans espoir de récompense. Elle poursuivit. Je suis seule maintenant, toute seule, avec des domestiques que j'ai pris au hasard et j'ai peur. Je sens qu'autour de moi on s'agite. Mais dans quel but? Je ne sais pas, mais l'ennemi rôde et se rapproche. Vous l'avez vu? Vous avez remarqué quelque chose? Oui, dans la rue ces jours-ci. 2 hommes ont passé plusieurs fois et se sont arrêtés devant la maison. Leur signalement? Il y en a un que j'ai mieux vu, il est grand, fort, tout rasé, et habillé d'une petite veste de drap noir, très courte. Un garçon de café? Oui, un maître d'hôtel. Je l'ai fait suivre par un de mes domestiques. Il a pris la rue de la Pompe et a pénétré dans une maison de vilaine apparence, dont le rez-de-chaussée est occupé par un marchand de vin, la première à gauche sur la rue. Enfin, l'autre nuit, j'ai aperçu de la fenêtre de ma chambre une ombre dans le jardin. C'est tout? Oui. Il réfléchit et lui proposa. Permettez-vous que 2 de mes hommes couchent en bas, dans une des chambres du rez-de-chaussée? 2 de vos hommes? Oh, ne craignez rien. Ce sont 2 braves gens, le père Charolais et son fils, qui n'ont pas l'air du tout de ce qu'ils sont. Avec eux, vous serez tranquille. Quant à moi, il hésita. Il attendait qu'elle le priât de revenir. Comme elle se taisait, il dit. Quant à moi, il est préférable que l'on ne me voie pas ici. Oui, c'est préférable, pour vous. Mes hommes me tiendront au courant. Il eût voulu en dire davantage et rester, et s'asseoir auprès d'elle et la réconforter. Mais il avait l'impression que tout était dit de ce qu'ils avaient à se dire, et qu'un seul mot de plus, prononcé par lui, serait un outrage. Alors, il salua très bas et se retira. Il traversa le jardin, marchant vite, avec la hâte de se retrouver dehors et de dominer son émotion. Le domestique l'attendait au seuil du vestibule. Au moment où il franchissait la porte d'entrée, sur la rue, quelqu'un sonnait, une jeune femme. Il tressaillit. « Geneviève !» Elle fixa sur lui des yeux étonnés, et tout de suite, bien que déconcertée par l'extrême jeunesse de ce regard, elle le reconnut. Et cela lui causa un tel trouble qu'elle vacilla et dut s'appuyer à la porte.
Il avait ôté son chapeau et la contemplait, sans oser lui tendre la main. Tendrait-elle la sienne? Ce n'était plus le prince Cernine, c'était Arsène Lupin. Et elle savait qu'il était Arsène Lupin et qu'il sortait de prison. Dehors, il pleuvait. Elle donna son parapluie au domestique en balbutiant. « Veuillez l'ouvrir et le mettre de côté. » Et elle passa tout droit. « Mon pauvre vieux, se dit Lupin en partant. Voilà bien de secousses pour un être nerveux et sensible comme toi. Surveille ton cœur, sinon... Allons bon, voilà que tes yeux se mouillent. Mauvais signe, monsieur Lupin, tu vieillis. » Il frappa sur l'épaule d'un jeune homme qui traversait la chaussée de la Muette et se dirigeait vers la rue des Vignes. Le jeune homme s'arrêta, et après quelques secondes. « Pardon, monsieur, mais je n'ai pas l'honneur, il me semble. »« Il vous semble mal, mon cher monsieur le duc. Ou c'est alors que votre mémoire est bien affaiblie. Rappelez-vous Versailles, la petite chambre de l'hôtel des Trois Empereurs. Vous ?» Le jeune homme avait bondi en arrière, avec épouvante. « Mon Dieu, oui, moi, le prince Cernine, ou plutôt Lupin, puisque vous savez mon vrai nom. Pensiez-vous donc que Lupin avait trépassé? Ah oui, je comprends, la prison, vous espériez. Enfant, va. » Il lui tapota doucement l'épaule. « Voyons, jeune homme, remettons-nous. Nous avons encore quelques bonnes journées paisibles à faire des vers. L'heure n'est pas encore venue. Fais des vers, poète. » Il lui étreignit le bras violemment et lui dit, face à face. « Mais l'heure approche, poète. N'oublie pas que tu m'appartiens, corps et âme. Et prépare-toi à jouer ton rôle, il sera rude et magnifique. Et par Dieu, tu me parais vraiment l'homme de ce rôle. » Il éclata de rire, fit une pirouette, et laissa le jeune Leduc abasourdi. Il y avait plus loin, au coin de la rue de la Pompe, le débit de vin dont lui avait parlé madame Kesselbach. Il entra et causa longuement avec le patron. Puis il prit une auto et se fit conduire au grand hôtel, où il habitait sous le nom d'André Bonny. Les frères d'Oudeville l'y attendaient. Bien que blasé sur ces sortes de jouissances, Lupin n'en goûta pas moins les témoignages d'admiration et de dévouement dont ses amis l'accablèrent. « Enfin, patron, expliquez-nous, que s'est-il passé? Avec vous, nous sommes habitués aux prodiges, mais tout de même il y a des limites. Alors, vous êtes libre? Et vous voilà ici, au cœur de Paris, à peine déguisé? » « Un cigare? » offrit Lupin. « Merci, non. Tu as tort, Doudeville. Ceux-là sont estimables. Je les tiens d'un fin connaisseur qui se targue d'être mon ami. Ah, peut-on savoir? Le Kaiser. Allons, ne faites pas cette tête d'abruti et mettez-moi au courant, je n'ai pas lu de journaux. Mon évasion, quel effet dans le public? Foudroyant, patron. La version de la police? Votre fuite aurait eu lieu à Garches, pendant une reconstitution de l'assassinat d'Altenheim. Par malheur, les journalistes ont prouvé que c'était impossible. Alors? Alors, c'est l'ahurissement, on cherche, on rit et on s'amuse beaucoup. Weber? Weber est fort compromis. En dehors de cela, rien de nouveau au service de la sûreté? Aucune découverte sur l'assassin? Pas d'indice qui nous permette d'établir l'identité d'Altenheim? Non. Sont-ils bêtes? Quand on pense que nous payons des millions par an pour nourrir ces gens-là? Si ça continue, je refuse de payer mes contributions. Prends un siège et une plume. Tu porteras cette lettre ce soir au grand journal. Il y a longtemps que l'univers n'a plus de mes nouvelles. Il doit haleter d'impatience. Écrit. Monsieur le directeur, je m'excuse auprès du public dont la légitime impatience sera déçue. Je me suis évadé de prison, et il m'est impossible de dévoiler comment je me suis évadé. De même, depuis mon évasion, j'ai découvert le fameux secret, et il m'est impossible de dire quel est ce secret et comment je l'ai découvert. Tout cela fera, un jour ou l'autre, l'objet d'un récit quelque peu original que publiera, d'après mes notes, mon biographe ordinaire. C'est une page de l'histoire de France que nos petits-enfants ne liront pas sans intérêt. Pour l'instant, j'ai mieux à faire. Révolté de voir en quelles mains sont tombées les fonctions que j'exerçais, là de constater que l'affaire Kesselbach-Altenheim en est toujours au même point, je destitue M. Weber, et je reprends le poste d'honneur que j'occupais, avec tant d'éclat, et à la satisfaction générale, sous le nom de M. Lenormand, Arsène Lupin, chef de la Sûreté. Section 2. À 8 heures du soir, Arsène Lupin et Doudeville faisaient leur entrée chez Caillard, le restaurant à la mode. Lupin, serré dans son frac, mais avec le pantalon un peu trop large de l'artiste et la cravate un peu trop lâche, Doudeville en redingote, la tenue et l'air grave d'un magistrat. Ils choisirent la partie du restaurant qui est en renfoncement et que 2 colonnes séparent de la grande salle. Un maître d'hôtel, correct et dédaigneux, attendit les ordres, un carnet à la main. Lupin commanda, avec une minutie et une recherche de fin gourmet. « Certes, dit-il, l'ordinaire de la prison était acceptable, mais tout de même, ça fait plaisir un repas soigné. »
Il mangea de bon appétit et silencieusement, se contentant parfois de prononcer une courte phrase qui indiquait la suite de ses préoccupations. Évidemment, ça s'arrangera, mais ce sera dur. Quel adversaire! Ce qui m'épate, c'est qu'après 6 mois de lutte, je ne sache même pas ce qu'il veut. Le principal complice est mort, nous touchons au terme de la bataille, et pourtant, je ne vois pas plus clair dans son jeu. Que cherche-t-il, le misérable? Moi, mon plan est net. Mettre la main sur le grand-duché, flanquer sur le trône un grand-duc de ma composition, lui donner Geneviève comme épouse, et régner. Voilà qui est limpide, honnête et loyal. Mais lui, l'ignoble personnage, cette larve des ténèbres, à quel but veut-il atteindre? Il appela. « Garçon !» Le maître d'hôtel s'approcha. « Monsieur désire les cigares. » Le maître d'hôtel revint et ouvrit plusieurs boîtes. « Qu'est-ce que vous me conseillez? Dit Lupin. « Voici des Huppmann excellents. » Lupin offrit un Huppmann à Douteville, en prit un pour lui et le coupa. Le maître d'hôtel fit flamber une allumette et la présenta. Vivement, Lupin lui saisit le poignet. « Pas un mot, je te connais. Tu t'appelles de ton vrai nom Dominique Lecat. » L'homme, qui était gros et fort, voulut se dégager. Il étouffa un cri de douleur. Lupin lui avait tordu le poignet. « Tu t'appelles Dominique, tu habites rue de la Pompe au 4e étage, où tu t'es retiré, avec une petite fortune acquise au service. Écoute donc, imbécile, ou je te casse les os. Acquise au service du baron Altenheim, chez qui tu étais maître d'hôtel. » L'autre s'immobilisa, le visage blême de peur. Autour d'eux, la petite salle était vide. À côté, dans le restaurant, 3 messieurs fumaient, et 2 couples devisaient en buvant des liqueurs. « Tu vois, nous sommes tranquilles, on peut causer. »« Qui êtes-vous? Qui êtes-vous ?»« Tu ne me remets pas? Cependant, rappelle-toi ce fameux déjeuner de la Villa Dupont. C'est toi-même, vieux larpin, qui m'as offert l'assiette de gâteau, et quel gâteau !»« Le prince, balbutia l'autre. « Mais oui, le prince Arsène, le prince Lupin en personne. »« Ah, tu respires. Tu te dis que tu n'as rien à craindre de Lupin, n'est-ce pas? Erreur, mon vieux, tu as tout à craindre. » Il tira de sa poche une carte et la lui montra. « Tiens, regarde, je suis de la police maintenant. Que veux-tu? C'est toujours comme ça que nous finissons, nous autres, les grands seigneurs du vol, les empereurs du crime. »« Et alors ?» reprit le maître d'hôtel, toujours inquiet. « Alors, réponds à ce client qui t'appelle là-bas, fais ton service et reviens. Surtout, pas de blague. N'essaie pas de te tirer des pattes, j'ai 10 agents dehors qui ont l'œil sur toi. File !» Le maître d'hôtel obéit. 5 minutes après, il était de retour, et, debout devant la table, le dos tourné au restaurant, comme s'il discutait avec des clients sur la qualité de leurs cigares, et il disait « Eh bien, de quoi s'agit-il » Lupin aligna sur la table quelques billets de 100 francs. « Autant de réponses précises à mes questions, autant de billets. »« Ça colle. Je commence. Combien étiez-vous avec le baron Altenheim ? » « 7, sans me compter. »« Pas davantage ? » ?»« Non, une fois seulement on a racolé des ouvriers d'Italie pour faire les souterrains de la villa des Glycines à Yarch. Il y avait 2 souterrains ? Oui, l'un conduisait au pavillon Hortense, l'autre s'amorçait sur le premier et s'ouvrait au-dessous du pavillon de Madame Kesselbach. Que voulait-on ? Enlever Madame Kesselbach. Les 2 bonnes, Suzanne et Gertrude, étaient complices ? Oui. Où sont-elles ? À l'étranger. Et tes 7 compagnons, ceux de la bande Altenheim ? Je les ai quittés, eux ils continuent. Où puis-je les retrouver ? Dominique hésita. Lupin déplia 2 billets de 1000 francs et dit « Tes scrupules t'honorent, Dominique. Il ne te reste plus qu'à t'asseoir dessus et à répondre. » Dominique répondit « Vous les retrouverez, 3, route de la Révolte à Neuilly. L'un d'eux s'appelle le brocanteur. »« Parfait. Et maintenant, le nom, le vrai nom d'Altenheim, tu le connais ? » ?»« Oui, Ribera. »« Dominique, ça va mal tourner. Ribera n'était qu'un nom de guerre, je te demande le vrai nom. »« Barbury. »« Autre nom de guerre. » Le maître d'hôtel hésitait. Lupin déplia 3 billets de 100 francs. « Et puis, zut !» s'écria l'homme. « Après tout, il est mort, n'est-ce pas ? Et bien mort. »« Son nom ?» dit Lupin. « Son nom ? Le chevalier de Malreich. » Lupin sauta sur sa chaise. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Le chevalier ? Répète. Le chevalier ? Raoul de Malreich. » Un long silence. Lupin, les yeux fixes, pensait à la folle de Veldanz, morte empoisonnée. Isilda portait ce même nom. Malreich. Et c'était le nom que portait le petit gentilhomme français venu à la cour de Veldanz au XVIIIe siècle. Il reprit. « De quel pays, ce Malreich ? » ?»« D'origine française, mais né en Allemagne. J'ai aperçu des papiers une fois. C'est comme ça que j'ai appris son nom. Ah, s'il l'avait su, il m'aurait étranglé, je crois. » Lupin réfléchit et prononça. « C'est lui qui vous commandait tous ? » ?»« Oui. » « Mais il avait un complice, un associé.
Ah, taisez-vous, taisez-vous. La figure du maître d'hôtel exprimait soudain l'anxiété la plus vive. Lupin discerna la même sorte d'effroi, de répulsion, qu'il éprouvait lui-même en songeant à l'assassin. Qui est-ce? Tu l'as vu? Ah, ne parlons pas de celui-là. On ne doit pas parler de lui. Qui est-ce, je te demande? C'est le maître, le chef. Personne ne le connaît. Mais tu l'as vu, toi, réponds, tu l'as vu. Dans l'ombre, quelquefois, la nuit, jamais en plein jour. Ses ordres arrivent sur de petits bouts de papier, ou par téléphone. Son nom? Je l'ignore, on ne parlait jamais de lui, ça portait malheur. Il est vêtu de noir, n'est-ce pas? Oui, de noir. Il est petit et mince, blond. Et il tue, n'est-ce pas? Oui, il tue. Il tue comme d'autres volent un morceau de pain. Sa voix tremblait, il supplia. Taisons-nous. Il ne faut pas en parler, je vous le dis, ça porte malheur. Lupin se tut, impressionné malgré lui par l'angoisse de cet homme. Il resta longtemps pensif, puis il se leva et dit au maître d'hôtel. Tiens, voilà ton argent, mais si tu veux vivre en paix, tu feras sagement de ne souffler mot à personne de notre entrevue. Il sortit du restaurant avec Doudeville et il marcha jusqu'à la porte Saint-Denis, sans mot dire, préoccupé par tout ce qu'il venait d'apprendre. Enfin, il saisit le bras de son compagnon et prononça. Écoute bien, Doudeville. Tu vas aller à la gare du Nord, où tu arriveras à temps pour sauter dans l'express du Luxembourg. Tu iras à Veldanz, la capitale du Grand-Duché de Deux-Ponts-Veldanz. À la maison de ville, tu obtiendras facilement l'acte de naissance du chevalier de Malrech et des renseignements sur sa famille. Après-demain, samedi, tu seras de retour. Dois-je prévenir à la sûreté? Je m'en charge. Je téléphonerai que tu es malade. Ah, un mot encore. On se retrouvera à midi, dans un petit café de la route de la Révolte, qu'on appelle le restaurant Buffalo. Mets-toi en ouvrier. Dès le lendemain, Lupin, vêtu d'un bourgeron et coiffé d'une casquette, se dirigea vers Neuilly et commença son enquête au numéro 3 de la route de la Révolte. Une porte cochère ouvre sur une première cour, et là, c'est une véritable cité, toute une suite de passages et d'ateliers où grouille une population d'artisans, de femmes et de gamins. En quelques minutes, il gagna la sympathie de la concierge, avec laquelle il bavarda durant 1 heure sur les sujets les plus divers. Durant cette heure, il vit passer les uns après les autres 3 individus dont l'allure le frappa. Ça, pensa-t-il, c'est du gibier qui sent fort. Ça se suit à l'odeur. L'air d'honnêtes gens, parbleu, mais l'œil du fauve qui sait que l'ennemi est partout, et que chaque buisson, chaque touffe d'herbe peut cacher une embûche. L'après-midi et le matin du samedi, il poursuivit ses investigations, et il acquit la certitude que les 7 complices d'Altenheim habitaient tous dans ce groupe d'immeubles. 4 d'entre eux exerçaient ouvertement la profession de marchands d'habits. 2 autres vendaient des journaux, le 7e se disait brocanteur, et c'est ainsi du reste qu'on le nommait. Ils passaient les uns auprès des autres, sans avoir l'air de se connaître. Mais le soir, Lupin constata qu'ils se réunissaient dans une sorte de remise, située tout au fond de la dernière des cours, remise où le brocanteur accumulait ses marchandises, vieilles ferrailles, salamandres démolies, tuyaux de poêle rouillés, et sans doute aussi la plupart des objets volés. Allons, se dit-il, la besogne avance. J'ai demandé 1 mois à mon cousin d'Allemagne, je crois qu'une quinzaine suffira. Et, ce qui me fait plaisir, c'est de commencer l'opération par les gaillards qui m'ont fait faire un plongeon dans la Seine. Mon pauvre vieux Gourel, je veux enfin te venger, pas trop tôt. À midi, il entra au restaurant Buffalo, dans une petite salle basse où des maçons et des cochers venaient consommer le plat du jour. Quelqu'un vint s'asseoir auprès de lui. C'est fait, patron. Ah, c'est toi, Doudeville, tant mieux. J'ai hâte de savoir. Tu as les renseignements? L'acte de naissance? Vite, raconte. Eh bien voilà. Le père et la mère d'Altenheim sont morts à l'étranger. Passons. Il laissait 3 enfants. 3? Oui. L'aîné aurait aujourd'hui 30 ans. Il s'appelait Raoul de Malrech. C'est notre homme, Altenheim. Après? Le plus jeune enfant était une fille, Isilda. Le registre porte à l'encre fraîche la mention décédée. Isilda, Isilda, redit Lupin. C'est bien ce que je pensais. Isilda était la sœur d'Altenheim. J'avais bien vu en elle une expression de physionomie que je connaissais. Voilà le lien qui les rattachait. Mais l'autre, le 3e enfant, ou plutôt le second, le cadet, un fils. Il aurait actuellement 26 ans. Son nom? Louis de Malrech. Lupin eut un petit choc. Ça y est, Louis de Malrech, les initiales LM. L'affreuse et terrifiante signature. L'assassin se nomme Louis de Malrech. C'était le frère d'Altenheim et le frère d'Isilda. Et il a tué l'un, et il a tué l'autre par crainte de leur révélation. Lupin demeura longtemps taciturne, sombre, avec l'obsession, sans doute, de l'être mystérieux. Doudeville objecta. Que pouvait-il craindre de sa sœur Isilda? Elle était folle, m'a-t-on dit.
Folle, oui, mais capable de se rappeler certains détails de son enfance. Elle aura reconnu le frère avec lequel elle avait été élevée, et ce souvenir lui a coûté la vie. Et il ajouta: Folle? Mais tous ces gens-là sont fous. La mère folle, le père alcoolique, Altenheim une véritable brute, Isilda une pauvre démente. Et quant à l'autre, l'assassin, c'est le monstre, le maniaque imbécile. Imbécile, vous trouvez, patron? Eh oui, imbécile, avec des éclairs de génie, avec des ruses et des intuitions de démon, mais un détraqué, un fou, comme toute cette famille de Malrèche. Il n'y a que les fous qui tuent, et surtout des fous comme celui-là, car enfin, il s'interrompit, et son visage se contracta si profondément que Doudeville en fut frappé. Qu'y a-t-il, patron? Regarde. Section 3. Un homme venait d'entrer, qui suspendit à une patère son chapeau, un chapeau noir en feutre mou, s'assit à une petite table, examina le menu qu'un garçon lui offrait, commanda et attendit, immobile, le buste rigide, les deux bras croisés sur la nappe, et Lupin le vit bien en face. Il avait un visage maigre et sec, entièrement glabre, troué d'orbites profondes au creux desquelles on apercevait des yeux gris, couleur de fer. La peau paraissait tendue d'un os à l'autre, comme un parchemin, si raide, si épais, qu'aucun poil n'aurait pu le percer. Et le visage était morne. Aucune expression ne l'animait. Aucune pensée ne semblait vivre sous ce front d'ivoire. Et les paupières, sans cils, ne bougeaient jamais, ce qui donnait au regard la fixité d'un regard de statue. Lupin fit signe à l'un des garçons de l'établissement. « Quel est ce monsieur? Celui qui déjeune là? Oui. C'est un client. Il vient 2 ou 3 fois la semaine. Vous connaissez son nom? Parbleu, Louis, Léon Massier. Ah, balbutia Lupin tout ému. Elle aime les 2 lettres. Serait-ce Louis de Malrèche? Il le contempla avidement. En vérité, l'aspect de l'homme se trouvait conforme à ses prévisions, à ce qu'il savait de lui et de son existence hideuse. Mais ce qui le troublait, c'était ce regard de mort, là où il attendait la vie et la flamme. C'était l'impassibilité, là où il supposait le tourment, le désordre, la grimace puissante des grands maudits. Il dit au garçon: « Que fait-il, ce monsieur? Ma foi, je ne saurais trop dire, c'est un drôle de pistolet. Il est toujours tout seul, il ne parle jamais à personne. Ici, nous ne connaissons même pas le son de sa voix. Du doigt, il désigne sur le menu les plats qu'il veut. En 20 minutes, c'est expédié, il paye, s'en va. Et il revient? Tous les 4 ou 5 jours, ce n'est pas régulier. C'est lui. Ce ne peut être que lui, se répétait Lupin, c'est Malrèche, le voilà. Il respire à 4 pas de moi. Voilà les mains qui tuent. Voilà le cerveau qu'enivre l'odeur du sang. Voilà le monstre, le vampire. Et pourtant, était-ce possible? Lupin avait fini par le considérer comme un être tellement fantastique qu'il était déconcerté de le voir sous une forme vivante, allant, venant, agissant. Il ne s'expliquait pas qu'il mangeât comme les autres du pain et de la viande et qu'il bût de la bière comme le premier venu. Lui qu'il avait imaginé ainsi qu'une bête immonde, qui se repaît de chair vivante et suce le sang de ses victimes. Allons-nous-en, Doudeville. Qu'est-ce que vous avez, patron? Vous êtes tout pâle. J'ai besoin d'air. Sortons. Dehors, il respira largement, essuya son front couvert de sueur et murmura: « Ça va mieux. J'ai tout fait. » Et se dominant, il reprit: « Doudeville, le dénouement approche. Depuis des semaines, je lutte à tâtons contre un invisible ennemi, et voilà tout à coup que le hasard le met sur mon chemin. Maintenant, la partie est égale. Si l'on se séparait, patron, notre homme nous a vus ensemble, il nous remarquera moins l'un sans l'autre. » « Nous a-t-il vus? Dit Lupin pensivement. Il semble ne rien voir et ne rien entendre et ne rien regarder. Quel type déconcertant! Et de fait, 10 minutes après, Léon Masquier apparut et s'éloigna, sans même observer s'il était suivi. Il avait allumé une cigarette et fumait, l'une de ses mains derrière le dos, marchant en flâneur qui jouit du soleil et de l'air frais, et qui ne soupçonne pas qu'on peut surveiller sa promenade. Il franchit l'octroi, longea les fortifications, sortit de nouveau par la porte Champéret et revint sur ses pas par la route de la Révolte. Allait-il entrer dans les immeubles du numéro 3? Lupin le désira vivement, car c'eût été la preuve certaine de sa complicité avec la bande Altenheim. Mais l'homme tourna et gagna la rue Delaizement, qu'il suivit jusqu'au-delà du vélodrome Buffalo. À gauche, en face du vélodrome, parmi les jeux de tennis en location, et les baraques qui bordent la rue Delaizement, il y avait un petit pavillon isolé, entouré d'un jardin exigu. Léon Masquier s'arrêta, prit son trousseau de clés, ouvrit d'abord la grille du jardin, ensuite la porte du pavillon et disparut. Lupin s'avança avec précaution. Tout de suite, il nota que les immeubles de la route de la Révolte se prolongeaient par derrière jusqu'au mur du jardin. S'étant approché davantage, il vit que ce mur était très haut et qu'une remise,
bâti au fond du jardin, s'appuyait contre lui. Par la disposition des lieux, il acquit la certitude que cette remise était adossée à la remise qui s'élevait dans la dernière cour du numéro 3 et qui servait de débarras aux brocanteurs. Ainsi donc, Léon Masquier habitait une maison contiguë à la pièce où se réunissaient les 7 complices de la bande Altenheim. Par conséquent, Léon Masquier était bien le chef suprême qui commandait cette bande. Et c'était évidemment par un passage existant entre les deux remises qu'il communiquait avec les affiliés. Je ne m'étais pas trompé, dit Lupin. Léon Masquier et Louis de Malrèche ne font qu'un. La situation se simplifie. Rudement, approuva Doudeville, et avant quelques jours, tout sera réglé. C'est-à-dire que j'aurai reçu un coup de stylet dans la gorge. Qu'est-ce que vous dites, patron? En voilà une idée. Bah, qui sait? J'ai toujours eu le pressentiment que ce monstre-là me porterait malheur. Désormais, il s'agissait, pour ainsi dire, d'assister à la vie de Malrèche, de façon à ce qu'aucun de ses gestes ne fût ignoré. Cette vie, si l'on en croyait les gens du quartier que Doudeville interrogea, était des plus bizarres. Le type du pavillon, comme on l'appelait, demeurait là depuis quelques mois seulement. Il ne voyait et ne recevait personne. On ne lui connaissait aucun domestique. Et les fenêtres, pourtant grandes ouvertes, même la nuit, restaient toujours obscures, sans que jamais la clarté d'une bougie ou d'une lampe les illuminât. D'ailleurs, la plupart du temps, Léon Masquier sortait au déclin du jour et ne rentrait que fort tard. À l'aube, prétendaient des personnes qu'il avait rencontrées au lever du soleil. « Et sait-on ce qu'il fait » demanda Lupin à son compagnon, quand celui-ci le rejoint. « Non. Son existence est absolument irrégulière. Il disparaît quelquefois pendant plusieurs jours, ou plutôt il demeure enfermé. Somme toute, on ne sait rien. Eh bien, nous saurons, nous, et avant peu. » Il se trompait. Après 8 jours d'investigation et d'efforts continus, il n'en avait pas appris davantage sur le compte de cet étrange individu. Il se passait ceci d'extraordinaire, c'est que subitement, tandis que Lupin le suivait, l'homme, qui cheminait à petits pas le long des rues, sans jamais se retourner et sans jamais s'arrêter, l'homme disparaissait comme par miracle. Il usa bien quelquefois de maisons à double sortie. Mais d'autres fois, il semblait s'évanouir au milieu de la foule, ainsi qu'un fantôme. Et Lupin restait là, pétrifié, ahuri, plein de rage et de confusion. Il courait aussitôt à la rue de l'Aisement et montait la faction. Les minutes s'ajoutaient aux minutes, les quarts d'heure aux quarts d'heure. Une partie de la nuit s'écoulait. Puis survenait l'homme mystérieux. Qu'avait-il pu faire? Section 4. Un pneumatique pour vous, patron, lui dit Doudeville un soir vers 8 heures, en le rejoignant rue de l'Aisement. Lupin déchira. Madame Kesselbach le suppliait de venir à son secours. À la tombée du jour, 2 hommes avaient stationné sous ses fenêtres, et l'un d'eux avait dit « Veine, on n'y a vu que du feu. Alors, c'est entendu, nous ferons le coup cette nuit. » Elle était descendue et avait constaté que le volet de l'office ne fermait plus, ou du moins qu'on pouvait l'ouvrir de l'extérieur. « Enfin, dit Lupin, c'est l'ennemi lui-même qui nous offre la bataille, tant mieux. J'en ai assez de faire le pied de grue sous les fenêtres de Malrèche. Est-ce qu'il est là en ce moment? Non, il m'a encore joué un tour de sa façon dans Paris. J'allais lui en jouer un de la mienne, mais tout d'abord, écoute-moi bien, Doudeville. Tu vas réunir une dizaine de nos hommes les plus solides. Tiens, prends Marco et l'huissier Jérôme. Depuis l'histoire du Palace Hôtel, je leur avais donné quelques vacances. Qu'ils viennent pour cette fois. Nos hommes rassemblés mènent la rue des Vignes. Le père Charolais et son fils doivent déjà monter la faction. Tu t'entendras avec eux et à 11h30, tu viendras me rejoindre au coin de la rue des Vignes et de la rue Renoir. De là, nous surveillerons la maison. Doudeville s'éloigna. Lupin attendit encore 1 heure, jusqu'à ce que la paisible rue d'Elaisement fût tout à fait déserte, puis, voyant que Léon Masquier ne rentrait pas, il se décida et s'approcha du pavillon. Personne autour de lui. Il prit son élan et bondit sur le rebord de pierre qui soutenait la grille du jardin. Quelques minutes après, il était dans la place. Son projet consistait à forcer la porte de la maison et à fouiller les chambres, afin de trouver les fameuses lettres de l'empereur, dérobées par Malrèche à Veldenz. Mais il pensa qu'une visite à la remise était plus urgente. Il fut très surpris de voir qu'elle n'était point fermée, et de constater ensuite, à la lueur de sa lanterne électrique, qu'elle était absolument vide et qu'aucune porte ne trouvait le mur du fond. Il chercha longtemps, sans plus de succès. Mais dehors, il aperçut une échelle, dressée contre la remise et qui servait évidemment à monter dans une sorte de soupente, pratiquée sous le toit d'ardoise. De vieilles caisses, des bottes de paille, des châssis de jardinier encombraient cette soupente, ou plutôt semblaient l'encombrer, car il découvrit facilement un passage qui le conduisit au mur. Là, il se heurta à un châssis qu'il voulut déplacer. Ne le pouvant pas, il l'examina de plus près, et s'avisa d'abord qu'il était fixé à la muraille, et qu'ensuite, qu'un des carreaux manquait. Il passa le bras, c'était le vide. Il projeta vivement la lueur de la lanterne et regarda.
C'était un grand hangar, une remise plus vaste que celle du pavillon, et remplie de ferrailles et d'objets de toute espèce. Nous y sommes, se dit Lupin. Cette lucarne est pratiquée dans la remise du brocanteur tout en haut, et c'est de là que Louis de Malrèche voit, entend et surveille ses complices, sans être vu ni entendu par eux. Je m'explique maintenant qu'ils ne connaissent pas leur chef. Renseigné, il éteignit sa lumière et il se disposait à partir, quand une porte s'ouvrit en face de lui, et tout en bas. Quelqu'un entra, une lampe fut allumée. Il reconnut le brocanteur. Il résolut alors de rester, puisqu'aussi bien l'expédition ne pouvait avoir lieu tant que cet homme serait là. Le brocanteur avait sorti 2 revolvers de sa poche. Il vérifia leur fonctionnement et changea les balles, tout en sifflotant un refrain de café-concert. 1 heure s'écoula de la sorte. Lupin commençait à s'inquiéter, sans se résoudre pourtant à partir. Des minutes encore passèrent, 1/2 heure, 1 heure. Enfin, l'homme dit à haute voix « Entre !» Un des bandits se glissa dans la remise, et, coup sur coup, il en arriva un 3e, un 4e. « Nous sommes au complet, » dit le brocanteur. « Dieudonné et le Jouffleux nous rejoignent là-bas. Allons, pas de temps à perdre. Vous êtes armés ? » ?»« Jusqu'à la gauche. Tant mieux, ce sera chaud. »« Comment sais-tu ça, le brocanteur ? » ?»« J'ai vu le chef. Quand je dis que je l'ai vu, non, enfin, il m'a parlé. »« Oui, » fit un des hommes dans l'ombre, comme toujours au coin d'une rue. « Ah, j'aimais mieux les façons d'Altenheim, au moins on savait ce qu'on faisait. »« Ne le sais-tu pas ? » riposta le brocanteur. « On cambriole le domicile de la Kesselbach. Et les 2 gardiens, les 2 bonhommes qu'a posté Lupin. Tant pis pour eux, nous sommes 7, ils n'auront qu'à se taire. Et la Kesselbach ? Le bâillon d'abord, puis la corde, et on l'amène ici, tiens, sur ce vieux canapé. Là, on attendra les ordres. C'est bien payé ? Les bijoux de la Kesselbach d'abord. Oui, si ça réussit, mais je parle du certain. 3 billets de 100 francs d'avance, pour chacun de nous. Le double après. Tu as l'argent ? Oui. À la bonne heure. On peut dire ce qu'on voudra, n'empêche que pour ce qui est du paiement, il n'y en a pas 2 comme ce type-là. Et d'une voix si basse que Lupin l'aperçut à peine. Dis donc le brocanteur, si on est forcé de jouer du couteau, il y a une prime ? Toujours la même, 2000. Si c'est Lupin, 3000. Ah, si nous pouvions l'avoir celui-là. Les uns après les autres, ils quittèrent la remise. Lupin entendit encore ces mots du brocanteur. Voilà le plan d'attaque. On se sépare en 3 groupes. Un coup de sifflet et chacun va de l'avant. En hâte, Lupin sortit de sa cachette, descendit l'échelle, contourna le pavillon sans y entrer et repassa par-dessus la grille. Le brocanteur a raison, ça va chauffer. Ah, c'est à ma peau qu'ils en veulent une prime pour Lupin, les canailles. Il franchit l'octroi et sauta dans un taxi auto. Rue Renoir. Il se fit arrêter à 300 pas de la rue des Vignes et marcha jusqu'à l'angle des 2 rues. À sa grande stupeur, toute ville n'était pas là. Bizarre, se dit-il. Il est plus de minuit pourtant, ça me semble louche cette affaire-là. Il patienta 10 minutes, 20 minutes. À 00h30, personne. Un retard devenait dangereux après tout. Si Doudeville et ses amis n'avaient pu venir, Charolais, son fils et lui, Lupin, suffiraient à repousser l'attaque, sans compter l'aide des domestiques. Il avança donc. Mais 2 hommes lui apparurent, qui cherchaient à se dissimuler dans l'ombre d'un renfoncement. Bigre, se dit-il, c'est l'avant-garde de la bande, Dieudonné et le Joufflu. Je me suis laissé bêtement distancer. Là, il perdit encore du temps. Marcherait-il droit sur eux pour les mettre hors de combat, et pour pénétrer ensuite dans la maison par la fenêtre de l'office, qu'il savait libre ? C'était le parti le plus prudent, qui lui permettait en outre d'emmener immédiatement Madame Kesselbach, et de la mettre hors de cause. Oui, mais c'était aussi l'échec de son plan, et s'était manqué cette unique occasion de prendre au piège la bande entière, et, sans aucun doute aussi, Louis de Malrèche. Soudain, un coup de sifflet vibra quelque part, de l'autre côté de la maison. Étaient-ce les autres déjà ? Et une contre-attaque allait-elle se produire par le jardin ? Mais, au signal donné, les 2 hommes avaient enjambé la fenêtre. Ils disparurent. Lupin bondit, escalada le balcon et sauta dans l'office. Au bruit des pas, il jugea que les assaillants étaient passés dans le jardin, et ce bruit était si net qu'il fut tranquille. Charolais et son fils ne pouvaient pas ne pas avoir entendu. Il monta donc. La chambre de Madame Kesselbach se trouvait sur le palier. Vivement, il entra. À la clarté d'une veilleuse, il aperçut Dolorès sur un divan, évanouie. Il se précipita sur elle, la souleva, et d'une voix impérieuse, l'obligeant de répondre. « Écoutez, Charolais, son fils, où sont-ils » Elle balbutia. « Comment ? Mais partis ? » ?»« Quoi, partis ? Vous m'avez écrit, il y a 1 heure, un message téléphonique. » Il ramassa près d'elle un papier bleu et lut. « Renvoyez immédiatement les 2 gardiens, et tous mes hommes. Je les attends au grand hôtel, soyez sans crainte. » Tonnerre, et vous avez cru ? Mais vos domestiques, partis !» Il s'approcha de la fenêtre. Dehors,
3 hommes venaient de l'extrémité du jardin. Par la fenêtre de la chambre voisine, qui donnait sur la rue, il en vit 2 autres, dehors. Et il songea à Dieudonné, au Joufflu, à Louis de Malrèche surtout, qui devait rôder, invisible et formidable. « Bigre !» murmura-t-il. « Je commence à croire que je suis fichu. » Fin du chapitre 15. Chapitre 16 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. L'homme noir. Section 1. En cet instant, Arsène Lupin eut l'impression, la certitude, qu'il avait été attiré dans un guet-apens par des moyens qu'il n'avait pas le loisir de discerner, mais dont il devinait l'habileté et l'adresse prodigieuse. Tout était combiné, tout était voulu. L'éloignement de ces hommes, la disparition ou la trahison des domestiques, sa présence même dans la maison de Madame Kesselbach. Évidemment, tout cela avait réussi au gré de l'ennemi, grâce à des circonstances heureuses jusqu'au miracle, car enfin, il aurait pu survenir avant que le faux message ne fît partir ses amis. Mais alors, c'était la bataille de sa bande à lui contre la bande Altenheim. Et Lupin, se rappelant la conduite de Malrèche, l'assassinat d'Altenheim, l'empoisonnement de la folle à Veldance, Lupin se demanda si le guet-apens était dirigé contre lui seul, et si Malrèche n'avait pas entrevu comme possible une mêlée générale et la suppression de complices qui, maintenant, le gênaient. Intuition plutôt chez lui, idée fugitive qui l'effleura. L'heure était à l'action. Il fallait défendre Dolorès, dont l'enlèvement, en toute hypothèse, était la raison même de l'attaque. Il entrebâilla la fenêtre de la rue et braqua son revolver. Un coup de feu, l'alarme donnait dans le quartier, et les bandits s'enfuiraient. « Eh bien, non !» murmura-t-il, « non. Il ne sera pas dit que j'aurais esquivé la lutte. L'occasion est trop belle, et puis, qui sait s'ils s'enfuiraient? Ils sont en nombre et se moquent des voisins. » Il rentra dans la chambre de Dolorès. En bas, du bruit. Il écouta, et comme cela provenait de l'escalier, il ferma la serrure à double tour. Dolorès pleurait et se convulsait sur le divan. Il la supplia. « Avez-vous la force? Nous sommes au premier étage. Je pourrais vous aider à descendre. Des draps à la fenêtre. Non, non, ne me quittez pas, ils vont me tuer, défendez-moi. » Il la prit dans ses bras et la porta dans la chambre voisine. Et, se penchant sur elle, « Ne bougez pas et soyez calme. Je vous jure que moi vivant, aucun de ces hommes ne vous touchera. » La porte de la première chambre fut ébranlée. Dolorès s'écria, en s'accrochant à lui. « Ah, les voilà, ils vous tueront, vous êtes seul !» Il lui dit ardemment. « Je ne suis pas seul, vous êtes là près de moi. » Il voulut se dégager. Elle lui saisit la tête entre ses 2 mains, le regarda profondément dans les yeux et murmura. « Où allez-vous? Qu'allez-vous faire? Non, ne mourrez pas, je ne veux pas, il faut vivre, il le faut !» Elle balbutia des mots qu'il n'entendit pas et qu'elle semblait étouffer entre ses lèvres pour qu'il ne les entendît point. Et, à bout d'énergie, exténuée, elle retomba sans connaissance. Il se pencha sur elle et la contempla un instant. Doucement, il effleura ses cheveux d'un baiser. Puis il retourna dans la première chambre, ferma soigneusement la porte qui séparait les 2 pièces et alluma l'électricité. « Minute, les enfants !» cria-t-il. « Vous êtes donc bien pressés de vous faire démolir. Vous savez que c'est Lupin qui est là. Gare à la danse !» Tout en parlant, il avait déplié un paravent, de façon à cacher le sofa où reposait tout à l'heure Madame Kesselbach, et il avait jeté sur ce sofa des robes et des couvertures. La porte allait se briser sous l'effort des assaillants. « Voilà, j'accours, vous êtes prêts? Eh bien, au premier de ces messieurs !» Rapidement, il tourna la clé et tira le verrou. Des cris, des menaces, un grouillement de brouténeuse dans l'encadrement de la porte ouverte. Et pourtant, nul n'osait avancer. Avant de se ruer sur Lupin, ils hésitaient, saisis d'inquiétude, de peur. C'est là ce qu'il avait prévu. Debout, au milieu de la pièce, bien en lumière, le bras tendu, il tenait entre ses doigts une liasse de billets de banque, avec lequel il faisait, en les comptant un à un, 7 pariales. Et, tranquillement, il déclarait « 3000 francs de prime pour chacun si Lupin est envoyé à Patresse. C'est bien ça, n'est-ce pas, que vous a promis? En voilà le double. » Il déposa les paquets sur une table, à portée des bandits. Le brocanteur hurla « Des histoires! Il cherche à gagner du temps! Tirons dessus !» Il leva le bras. Ses compagnons le retinrent. Et Lupin continuait. Bien entendu,
Cela ne change rien à votre plan de campagne. Vous vous êtes introduit ici, 1. Pour enlever Madame Kesselbach, 2. Et accessoirement pour faire main basse sur ses bijoux. Je me considérerais comme le dernier des misérables si je m'opposais à ce double dessein. Ah, ça, où veux-tu en venir? Grogna le brocanteur qui écoutait malgré lui. Ah, le brocanteur, je commence à t'intéresser. Entre donc, mon vieux, entrez donc tous. Il y a des courants d'air en haut de cet escalier, et des mignons comme vous risqueraient de s'enrhumer. Et quoi? Nous avons peur? Je suis pourtant tout seul. Allons, du courage, mes agneaux. Ils pénétrèrent dans la pièce, intrigués et méfiants. Pousse la porte, le brocanteur, on sera plus à l'aise. Merci, mon gros. Ah, je vois en passant que les billets de 1000 se sont évanouis. Par conséquent, on est d'accord. Comme on s'entend tout de même entre honnêtes gens. Après? Eh bien, puisque nous sommes associés. Associés? Dame, n'avez-vous pas accepté mon argent? On travaille ensemble, mon gros, et c'est ensemble que nous allons 1. Enlever la jeune personne, 2. Enlever les bijoux. Le brocanteur ricana. Pas besoin de toi. Si, mon gros. En quoi? En ce que vous ignorez où se trouve la cachette aux bijoux, et que moi, je la connais. On la trouvera. Demain, pas cette nuit. Alors cause, qu'est-ce que tu veux? Le partage des bijoux. Pourquoi n'as-tu pas tout pris, puisque tu connais la cachette? Impossible de l'ouvrir seul, il y a un secret, mais je l'ignore. Vous êtes là, je me sers de vous. Le brocanteur hésitait. Partagez, quelques cailloux et un peu de cuivre peut-être. Imbécile! Il y en a pour plus d'1 million. Les hommes frémirent, impressionnés. Soit, dit le brocanteur, mais si la Kesselbach fiche le camp, elle est dans l'autre chambre, n'est-ce pas? Non, elle est ici. Lupin écarta un instant l'une des feuilles du paravent et laissa entrevoir l'amas de robes et de couvertures qu'il avait préparées sur le sofa. Elle est ici, évanouie, mais je ne la livrerai qu'après le partage. Cependant, c'est à prendre ou à laisser, j'ai beau être seul, vous savez ce que je vaux, donc... Les hommes se consultèrent et le brocanteur dit. Où est la cachette? Sous le foyer de la cheminée. Mais il faut, quand on ignore le secret, soulever d'abord toute la cheminée, la glace, les marbres, et tout cela d'un bloc, paraît-il. Le travail est dur. Bah, nous sommes d'attaque, tu vas voir ça en 5 minutes. Il donna des ordres, et aussitôt, ses compagnons se mirent à l'œuvre avec un entrain et une discipline admirables. 2 d'entre eux, montés sur des chaises, s'efforçaient de soulever la glace. Les 4 autres s'attaquèrent à la cheminée elle-même. Le brocanteur, à genoux, surveillait le foyer et commandait. « Hardi, les gars, ensemble, s'il vous plaît, attention, 1, 2, ah, tenez, ça bouge !» Immobile, derrière eux, les mains dans ses poches, Lupin les considérait avec attendrissement, et en même temps, il savourait de tout son orgueil, en artiste et en maître, cette preuve si violente de son autorité, de sa force, de l'empire incroyable qu'il exerçait sur les autres. Comment ces bandits avaient-ils pu admettre une seconde cette invraisemblable histoire et perdre toute notion des choses au point de lui abandonner toutes les chances de la bataille? Il tira de ses poches 2 grands revolvers, massifs et formidables, tendit les 2 bras et, tranquillement, choisissant les 2 premiers hommes qu'il abattrait et les 2 autres qui tomberaient à la suite, il visa, comme il le visait sur 2 cibles, dans un stand, 2 coups de feu à la fois, et 2 encore. Des hurlements. 4 hommes s'écroulèrent les uns après les autres, comme des poupées au jeu de massacre. 4 ôtés de 7, reste 3, dit Lupin. Faut-il continuer? Ses bras demeuraient tendus. Ses 2 revolvers braqués sur le groupe que formaient le brocanteur et ses 2 compagnons. Salaud! Gronda le brocanteur tout en cherchant une arme. Oh les pattes! Cria Lupin, où je tire. Parfait! Maintenant vous autres, désarmez-le, sinon... Les 2 bandits, tremblants de peur, paralysaient leur chef et l'obligeaient à la soumission. Ligotez-le, sacré nom, qu'est-ce que ça peut vous faire? Moi, parti, vous êtes tous libres. Allons, nous y sommes. Les poignets d'abord, avec vos ceintures, et les chevilles, plus vite que ça. Désemparé, vaincu, le brocanteur ne résistait plus. Tandis que ses compagnons l'attachaient, Lupin se baissa sur eux et leur asséna 2 terribles coups de crosse sur la tête. Ils s'affaissèrent. Voilà de la bonne besogne, dit-il en respirant. Dommage qu'il n'y en ait pas encore une 50aine, j'étais en train. Et tout cela avec une aisance, le sourire aux lèvres. Qu'en penses-tu, le brocanteur? Le bandit maugréait. Il lui dit. Sois pas mélancolique, mon gros. Console-toi en te disant que tu coopères à une bonne action, le salut de Madame Kesselbach. Elle va te remercier elle-même de ta galanterie.
Il se dirigea vers la porte de la seconde chambre et l'ouvrit. « Ah !» fit-il en s'arrêtant sur le seuil, interdit, bouleversé. La chambre était vide. Il s'approcha de la fenêtre et vit une échelle appuyée au balcon, une échelle d'acier démontable. « Enlevez, enlevez !» murmura-t-il. « Louis de Malrèche. Ah, le Forban !» Section 2. Il réfléchit une minute, tout en s'efforçant de dominer son angoisse, et se dit qu'après tout, comme Madame Kesselbach ne semblait courir aucun danger immédiat, il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Mais une rage soudaine le secoua, et il se précipita sur les bandits, distribua quelques coups de botte aux blessés qui s'agitaient, chercha et reprit ses billets de banque, puis bâillonna des bouches, lia des mains avec tout ce qu'il trouva, cordons de rideau, embrasses, couvertures et draps réduits en bandelettes, et finalement aligna sur le tapis devant le canapé 7 paquets humains, serrés les uns contre les autres et ficelés comme des colis. « Brochette de momie sur canapé !» ricana-t-il. « Mais succulent pour un amateur tas d'idiots. Comment avez-vous fait votre compte? Vous voilà comme des noyés à la morgue. Mais aussi, on s'attaque à Lupin, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Vous tremblez? Faut pas, les agneaux. Lupin n'a jamais fait de mal à une mouche. Seulement, Lupin est un honnête homme qui n'aime pas la fripouille, et Lupin connaît ses devoirs. Voyons, est-ce qu'on peut vivre avec des chenapans comme vous? Alors quoi? Plus de respect pour la vie du prochain? Plus de respect pour le bien d'autrui? Plus de loi? Plus de société? Plus de conscience? Plus rien? Où allons-nous, Seigneur? Où allons-nous? Sans même prendre la peine de les enfermer, il sortit de la chambre, gagna la rue et marcha jusqu'à ce qu'il eût rejoint son taxi auto. Il envoya le chauffeur à la recherche d'une autre automobile et ramena les 2 voitures devant la maison de Madame Kesselbach. Un bon pourboire, donné d'avance, évita les explications oiseuses. Avec l'aide des 2 hommes, il descendit les 7 prisonniers et les installa dans les voitures pêle-mêle, sur les genoux les uns des autres. Les blessés criaient, gémissaient. Il ferma les portes. « Gare les mains !» dit-il. Il monta sur le siège de la première voiture. « En route !»« Où va-t-on » demanda le chauffeur. « 36, quai des Orfèvres, à la sûreté. » Les moteurs ronflèrent. Un bruit de déclenchement et l'étrange cortège se mit à dévaler par les pentes du Trocadéro. Dans les rues, on dépassa quelques charrettes de légumes. Des hommes, armés de perches, éteignaient des réverbères. Il y avait des étoiles au ciel, une brise fraîche flottait dans l'espace. Lupin chantait. La place de la Concorde, le Louvre. Au loin, la masse noire de Notre-Dame. Il se retourna et entr'ouvrit la portière. « Ça va bien les camarades? Moi aussi, merci. La nuit est délicieuse et l'on respire un air. » On sauta sur les pavés plus inégaux des quais et aussitôt, ce fut le palais de justice et la porte de la sûreté. « Restez là, dit Lupin aux 2 chauffeurs, et surtout, soignez bien vos 7 clients. » Il franchit la première cour et suivit le couloir de droite qui aboutissait aux locaux du service central. Des inspecteurs s'y trouvaient en permanence. « Du gibier, messieurs, dit-il en entrant, et du gros. Monsieur Weber est là? Je suis le nouveau commissaire de police d'Auteuil. Monsieur Weber est dans son appartement, faut-il le prévenir? Une seconde, je suis pressé, je vais lui laisser un mot. » Il s'assit devant une table et écrivit. « Mon cher Weber, je t'amène les 7 bandits qui composaient la bande d'Altenheim. Ceux qui ont tué Gourel et bien d'autres, qui m'ont tué également, sous le nom de Monsieur Lenormand. Il ne reste plus que leur chef. Je vais procéder à son arrestation immédiate. Viens me rejoindre. Il habite à Neuilly, rue de l'Aisement, et se fait appeler Léon Massier. Cordiales salutations. Arsène Lupin, chef de la sûreté. » Il cacheta. « Voici pour Monsieur Weber, c'est urgent. Maintenant, il me faut 7 hommes pour prendre livraison de la marchandise. Je l'ai laissé sur le quai. » Devant les autos, il fut rejoint par un inspecteur principal. « Ah, c'est vous, monsieur Leboeuf, lui dit-il. J'ai fait un beau coup de filet, toute la bande d'Altenheim. Ils sont là, dans les autos. Où donc les avez-vous pris? En train d'enlever Madame Kesselbach et de piller sa maison. Mais j'expliquerai tout cela en temps opportun. » L'inspecteur principal le prit à part et, d'un air étonné, « Mais, pardon, on est venu me chercher de la part du commissaire d'Auteuil et il ne me semble pas... À qui ai-je l'honneur de parler? À la personne qui vous fait le joli cadeau de 7 Apaches de la plus belle qualité. Encore voudrais-je savoir. Mon nom? Oui. Arsène Lupin. » Il donna vivement un croc-en-jambe à son interlocuteur, courut jusqu'à la rue de Rivoli, sauta dans une automobile qui passait et se fit conduire à la porte des Ternes. Les immeubles de la route de la Révolte étaient proches. Il se dirigea vers le numéro 3. Malgré tout son sang-froid et l'empire qu'il avait sur lui-même,
Arsène Lupin ne parvenait pas à dominer l'émotion qui l'envahissait. Retrouverait-il Dolorès Kesselbach? Louis de Malrèche avait-il ramené la jeune femme, soit chez lui, soit dans la remise du brocanteur? Lupin avait pris au brocanteur la clé de cette remise, de sorte qu'il lui fut facile, après avoir sonné et après avoir traversé toutes les cours, d'ouvrir la porte et de pénétrer dans le magasin de bric-à-brac. Il alluma sa lanterne et s'orienta. Un peu à droite, il y avait l'espace libre où il avait vu les complices tenir un dernier conciliabule. Sur le canapé désigné par le brocanteur, il aperçut une forme noire. Enveloppée de couverture, bâillonnée, Dolorès gisait là. Il la secourut. « Ah, vous voilà, balbutia-t-elle. Ils ne vous ont rien fait. » Et aussitôt, se dressant et montrant le fond du magasin. « Là, il est parti de ce côté, j'ai entendu, je suis sûr. Il faut aller, je vous en prie. »« Vous d'abord, dit-il. »« Non, lui, frappez-le, je vous en prie, frappez-le. » La peur, cette fois, au lieu de l'abattre, semblait lui donner des forces inusitées, et elle répéta, dans un immense désir de livrer l'effroyable ennemi qui la torturait. « Lui d'abord, je ne peux plus vivre. Il faut que vous me sauviez de lui, il le faut, je ne peux plus vivre. » Il la délia, l'étendit soigneusement sur le canapé et lui dit « Vous avez raison. D'ailleurs, ici vous n'avez rien à craindre. Attendez-moi, je reviens. » Comme il s'éloignait, elle saisit sa main vivement. « Mais vous? Eh bien, si cet homme... » On eût dit qu'elle appréhendait pour Lupin ce combat suprême auquel elle l'exposait et que, au dernier moment, elle eût été heureuse de le retenir. Il murmura « Merci, soyez tranquille, qu'ai-je à redouter, il est seul !» Et la laissant, il se dirigea vers le fond. Comme il s'y attendait, il découvrit une échelle dressée contre le mur et qui le conduisit au niveau de la petite lucarne grâce à laquelle il avait assisté à la réunion des bandits. C'était le chemin que Malrèche avait pris pour rejoindre sa maison de la rue des Laisements. Il refit ce chemin, comme il l'avait fait quelques heures plus tôt, passa dans l'autre remise et descendit dans le jardin. Il se trouvait derrière le pavillon même, occupé par Malrèche. Chose étrange, il ne douta pas une seconde que Malrèche ne fût là. Inévitablement, il allait le rencontrer. Et le duel formidable, qu'ils soutenaient l'un contre l'autre, touchait à sa fin. Quelques minutes encore et tout serait terminé. Il fut confondu. Ayant saisi la poignée d'une porte, cette poignée tourna et la porte céda sous son effort. Le pavillon n'était même pas fermé. Il traversa une cuisine, un vestibule et monta un escalier, et il avançait délibérément, sans chercher à étouffer le bruit de ses pas. Sur le palier, il s'arrêta. La sueur coulait de son front et ses tempes battaient sous l'afflux du sang. Pourtant il restait calme, maître de lui et conscient de ses moindres pensées. Il déposa sur une marche ses 2 revolvers. « Pas d'armes, se dit-il. Mes mains seules. Rien que l'effort de mes 2 mains, ça suffit, ça vaut mieux. » En face de lui, 3 portes. Il choisit celle du milieu et fit jouer la serrure. Aucun obstacle, il entra. Il n'y avait point de lumière dans la chambre, mais par la fenêtre grande ouverte pénétrait la clarté de la nuit, et dans l'ombre, il apercevait les draps et les rideaux blancs du lit. Et là, quelqu'un se dressait. Brusquement, sur cette silhouette, il lança le jet de sa lanterne. Malrèche, le visage blême de Malrèche, ses yeux sombres, ses pommettes de cadavre, son cou décharné. Et tout cela était immobile, à 5 pas de lui, et il n'aurait su dire si ce visage inerte, si ce visage de mort exprimait la moindre terreur, ou même seulement un peu d'inquiétude. Lupin fit un pas, et un deuxième, et un troisième. L'homme ne bougeait point. Voyait-il? Comprenait-il? On eût dit que ses yeux regardaient dans le vide, et qu'il se croyait obsédé par une hallucination, plutôt que frappé par une image réelle. Encore un pas. Il va se défendre, pensa Lupin. Il faut qu'il se défende. Et Lupin avança le bras vers lui. L'homme ne fit pas un geste, il ne recula point. Ses paupières ne battirent pas, le contact eut lieu. Et ce fut Lupin qui, bouleversé, épouvanté, perdit la tête. Il renversa l'homme, le coucha sur son lit, le roula dans ses draps, le sangla dans ses couvertures et le tint sous son genou, comme une proie, sans que l'homme eût tenté le moindre geste de résistance. « Ah !» clama Lupin, ivre de joie et de haine assouvie. « Je t'ai enfin écrasé, bête aux dieux, je suis le maître, enfin !» Il entendit du bruit dehors, dans la rue de Laisements, des coups que l'on frappait contre la grille. Il se précipita vers la fenêtre et cria « C'est toi, Weber, déjà? À la bonne heure! Tu es un serviteur modèle. Force la grille, mon bonhomme, et accours, tu seras le bienvenu. » En quelques minutes, il fouilla les vêtements de son prisonnier, s'empara de son portefeuille,
rafla les papiers qu'il put trouver dans les tiroirs du bureau et du secrétaire, les jeta tous sur la table et les examina. Il eut un cri de joie. Le paquet de lettres était là, le paquet des fameuses lettres qu'il avait promis de rendre à l'empereur. Il remit les papiers à leur place et courut à la fenêtre. « Voilà qui est fait, Weber, tu peux entrer. Tu trouveras l'assassin de Kesselbach dans son lit, tout préparé, tout ficelé. Adieu, Weber. » Et Lupin, dégringolant rapidement l'escalier, courut jusqu'à la remise et, tandis que Weber s'introduisait dans la maison, il rejoignit Dolores Kesselbach. À lui seul, il avait arrêté les 7 compagnons d'Altenheim. Et il avait livré à la justice le chef mystérieux de la bande, le monstre infâme, Louis de Malrech. Section 3. Sur un large balcon de bois, assis devant une table, un jeune homme écrivait. Parfois, il levait la tête et contemplait d'un regard vague l'horizon des coteaux où les arbres, dépouillés par l'automne, laissaient tomber leurs dernières feuilles sur les toits rouges des villas et sur les pelouses des jardins. Puis il recommençait à écrire. Au bout d'un instant, il prit sa feuille de papier et lut à haute voix. Nos jours s'en vont à la dérive, comme emportés par un courant qui les pousse vers une rive, que l'on aborde qu'en mourant. Pas mal, fit une voix derrière lui. Madame Amable Tastu n'eût pas fait mieux. Enfin, tout le monde ne peut pas être Lamartine. Vous, balbutia le jeune homme avec égarement. Mais oui, poète, moi-même, Arsène Lupin, qui vient voir son cher ami Pierre le Duc. Pierre le Duc se mit à trembler. Comme grelottant de fièvre, il dit à voix basse. L'heure est venue. Oui, mon excellent Pierre le Duc. L'heure est venue pour toi de quitter, ou plutôt d'interrompre la molle existence de poète que tu mènes depuis plusieurs mois au pied de Geneviève Ernemont et de Madame Kesselbach, et d'interpréter le rôle que je t'ai réservé dans ma pièce. Une jolie pièce, je t'assure. Un bon petit drame bien charpenté, selon les règles de l'art, avec trémolo, rire et grincement de dents. Nous voici arrivés au 5e acte. Le dénouement approche et c'est toi, Pierre le Duc, qui en es le héros. Quelle gloire! Le jeune homme se leva. Et si je refuse? Idiot! Oui, si je refuse, après tout. Qui m'oblige à me soumettre à votre volonté? Qui m'oblige à accepter un rôle que je ne connais pas encore, mais qui me répugne d'avance et dont j'ai honte? Idiot! Répéta Lupin. Et, forçant Pierre le Duc à s'asseoir, il prit place auprès de lui et, de sa voix la plus douce. Tu oublies tout à fait, bon jeune homme, que tu ne t'appelles pas Pierre le Duc, mais Gérard Beaupré. Si tu portes le nom admirable de Pierre le Duc, c'est que toi, Gérard Beaupré, tu as assassiné Pierre le Duc et lui as volé sa personnalité. Le jeune homme sauta d'indignation. Vous êtes fou! Vous savez bien que c'est vous qui avez tout combiné. Parbleu, oui, je le sais bien. Mais la justice, quand je lui fournirai la preuve que le véritable Pierre le Duc est mort de mort violente, et que toi, tu as pris sa place. Atterré, le jeune homme bégaya. On ne le croira pas. Pourquoi aurais-je fait cela? Dans quel but? Idiot! Le but est si visible que Weber lui-même l'eût aperçu. Tu mens quand tu dis que tu ne veux pas accepter un rôle que tu ignores. Ce rôle, tu le connais. C'est celui qu'eût joué Pierre le Duc s'il n'était pas mort. Mais Pierre le Duc, pour moi, pour tout le monde, ce n'est encore qu'un nom. Qui était-il? Qui suis-je? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je veux savoir où je vais. Et si tu sais, marcheras-tu droit devant toi? Oui, si ce but de vous parler en vaut la peine. Sans cela, crois-tu que je me donnerais tant de mal? Qui suis-je? Et quel que soit mon destin, soyez sûr que j'en serai digne. Mais je veux savoir, qui suis-je? Arsène Lupin ôta son chapeau, s'inclina et dit Hermann IV, grand-duc de Pont-Veldance, prince de Berncastel, électeur de Trèves et seigneur d'autres lieux. 3 jours plus tard, Lupin emmenait Madame Kesselbach en automobile du côté de la frontière. Le voyage fut silencieux. Lupin se rappelait avec émotion le geste effrayé de Dolores et les paroles qu'elle avait prononcées dans la maison de la rue des Vignes au moment où il allait la défendre contre les complices d'Altenheim. Et elle devait s'en souvenir aussi, car elle restait gênée en sa présence et visiblement troublée. Le soir, ils arrivèrent dans un petit château tout vêtu de feuilles et de fleurs, coiffé d'un énorme chapeau d'ardoise et entouré d'un grand jardin aux arbres séculaires. Ils y trouvèrent Geneviève, déjà installée et qui revenait de la ville voisine, où elle avait choisi des domestiques du pays. « Voici votre demeure, madame, dit Lupin. C'est le château de Bruggen. Vous y attendrez en toute sécurité la fin de ces événements. Demain, Pierre le Duc, que j'ai prévenu, sera votre hôte. » Il repartit aussitôt, se dirigea sur Veldance
et remit au comte de Valdemar le paquet des fameuses lettres qu'il avait reconquises. « Vous connaissez mes conditions, mon cher Valdemar, dit Lupin. Il s'agit avant tout de relever la maison de De Pontveldance et de rendre le grand-duché au grand-duc Hermann IV. Dès aujourd'hui, je vais commencer les négociations avec le conseil de régence. D'après mes renseignements, ce sera chose facile. Mais ce grand-duc Hermann, son Altesse habite actuellement, sous le nom de Pierre-le-Duc, le château de Bruggen. Je donnerai sur son identité toutes les preuves qu'il faudra. » Le soir même, Lupin reprenait la route de Paris avec l'intention d'y pousser activement le procès de Malrech et des 7 bandits. Ce que fut cette affaire, la façon dont elle fut conduite et comment elle se déroula, il serait fastidieux d'en parler, tellement les faits, et tellement même les plus petits détails sont présents à la mémoire de tous. C'est un de ces événements sensationnels que les paysans les plus frustres, des bourgades les plus lointaines, commentent et racontent entre eux. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est la part énorme que prit Arsène Lupin à la poursuite de l'affaire et aux incidents de l'instruction. En fait, l'instruction, ce fut lui qui la dirigea. Dès le début, il se substitua au pouvoir public, ordonnant les perquisitions, indiquant les mesures à prendre, prescrivant les questions à poser aux prévenus, ayant réponse à tout. Qui ne se souvient de l'ahurissement général chaque matin, quand on lisait dans les journaux ces lettres irrésistibles de logique et d'autorité, ces lettres signées tour à tour. Arsène Lupin, juge d'instruction. Arsène Lupin, procureur général. Arsène Lupin, garde des sceaux. Arsène Lupin, flic. Il apportait à la besogne un entrain, une ardeur, une violence même, qui étonnait de sa part à lui, si plein d'ironie habituellement, et somme toute par tempérament, si disposé à une indulgence en quelque sorte professionnelle. Non, cette fois il haïssait. Il haïssait ce Louis de Malrech, bandit sanguinaire, bête immonde, dont il avait toujours eu peur et qui, même enfermé, même vaincu, lui donnait encore cette impression d'effroi et de répugnance que l'on éprouve à la vue d'un reptile. En outre, Malrech n'avait-il pas eu l'audace de persécuter Dolorès ? Il a joué, il a perdu, se disait Lupin. Sa tête sautera. C'était cela qu'il voulait pour son affreux ennemi. L'échafaud, le matin blafard où le couperet de la guillotine glisse et tue. Étrange prévenu, celui que le juge d'instruction questionna durant des mois entre les murs de son cabinet. Étrange personnage que cet homme osseux, à figure de squelette, aux yeux morts. Il semblait absent de lui-même, il n'était pas là, mais ailleurs. Et si peu soucieux de répondre. « Je m'appelle Léon Massier. » Telle fut l'unique phrase dans laquelle il se renferma. Et Lupin ripostait. « Tu mens, Léon Massier, né à Périgueux, orphelin à l'âge de 10 ans, est mort il y a 7 ans. Tu as pris ses papiers, mais tu oublies son acte de décès, le voilà. » Et Lupin envoya au parquet une copie de l'acte. « Je suis Léon Massier, » affirmait de nouveau le prévenu. « Tu mens, » répliquait Lupin. « Tu es Louis de Malrech, le dernier descendant d'un petit noble établi en Allemagne au XVIIIe siècle. Tu avais un frère, qui tour à tour s'est fait appeler Barbery, Ribera et Altenheim. Ce frère, tu l'as tué. Tu avais une sœur, Isilda de Malrech. Cette sœur, tu l'as tuée. Je suis Léon Massier. Tu mens, tu es Malrech. Voilà ton acte de naissance. Voici celui de ton frère, celui de ta sœur. » Et les 3 actes, Lupin les envoya. D'ailleurs, sauf en ce qui concernait son identité, Malrech ne se défendait pas, écrasé sans doute sous l'accumulation des preuves que l'on relevait contre lui. Que pouvait-il dire ? On possédait 40 billets écrits de sa main. La comparaison des écritures le démontra. Écrits de sa main à la bande de ses complices, et qu'il avait négligé de déchirer après les avoir repris. Et tous ces billets étaient des ordres visant l'affaire Kesselbach, l'enlèvement de M. Lenormand et de Gourel, la poursuite du vieux Steinweg, l'établissement des souterrains de Garches, etc. Était-il possible de nier ? Une chose assez bizarre déconcerta la justice. Confrontés avec leur chef, les 7 bandits affirmèrent tous qu'ils ne le connaissaient point. Ils ne l'avaient jamais vu. Ils recevaient ses instructions soit par téléphone, soit dans l'ombre, au moyen précisément de ces petits billets que Malrech leur transmettait rapidement, sans un mot. Mais du reste, la communication entre le pavillon de la rue des Laisements et la remise au brocanteur n'était-elle pas une preuve suffisante de complicité ? De là, Malrech voyait et entendait. De là, le chef surveillait ses hommes. Les contradictions ? Les faits en apparence inconciliables ? Lupin expliqua tout. Dans un article célèbre, publié le matin du procès, il prit l'affaire à son début, en révéla les dessous, en débrouilla les chevaux, montra Malrech habitant,
à l'insu de tous, la chambre de son frère, le faux major Parbury, allant et venant, invisible par les couloirs du palace-hôtel, et assassinant Kesselbach, assassinant le garçon d'hôtel, assassinant le secrétaire Chapman. On se rappelle les débats. Ils y furent terrifiants à la fois et mornes. Terrifiants par l'atmosphère d'angoisse qui pesa sur la foule et par les souvenirs de crimes et de sang qui obsédaient les mémoires. Mornes, lourds, obscurs, étouffants, par suite du silence formidable que garda l'accusé. Pas une révolte, pas un mouvement, pas un mot. Figure de cire qui ne voyait pas et qui n'entendait pas. Vision effrayante de calme et d'impassibilité. Dans la salle on frissonnait. Les imaginations affolées, plutôt qu'un homme, évoquaient une sorte d'être surnaturel. Un génie des légendes orientales, un de ces dieux de l'Inde qui sont le symbole de tout ce qui est féroce, cruel, sanguinaire et destructeur. Quant aux autres bandits, on ne les regardait même pas. Comparses insignifiants qui se perdaient dans l'ombre de ce chef démesuré. La déposition la plus émouvante fut celle de Madame Kesselbach. À l'étonnement de tous, et à la surprise même de Lupin, Dolorès, qui n'avait répondu à aucune des convocations du juge, et dont on ignorait la retraite, Dolorès apparut, veuve douloureuse, pour apporter un témoignage irrécusable contre l'assassin de son mari. Elle dit simplement, après l'avoir regardé longtemps, « C'est celui-là qui a pénétré dans ma maison de la rue des Vignes. C'est lui qui m'a enlevé, et c'est lui qui m'a enfermé dans la remise brocanteur, je le reconnais. » Vous l'affirmez ? Je le jure devant Dieu et devant les hommes. Le surlendemain, Louis de Malrèche, dit Léon Masquier, était condamné à mort. Et sa personnalité absorbait tellement, pourrait-on dire, celle de ses complices, que ceux-ci bénéficièrent des circonstances atténuantes. « Louis de Malrèche, vous n'avez rien à dire ?» demanda le président des assises. Il ne répondit pas. Une seule question resta obscure aux yeux de Lupin. Pourquoi Malrèche avait-il commis tous ces crimes? Que voulait-il? Quel était son but? Lupin ne devait pas tarder à l'apprendre. Et le jour était proche où, tout pantelant d'horreur, frappé de désespoir mortellement atteint, le jour était proche où il allait savoir l'épouvantable vérité. Pour le moment, sans que l'idée néanmoins cessât de l'effleurer, il ne s'occupa plus de l'affaire Malrèche. Résolu à faire peau neuve, comme il disait, rassuré d'autre part sur le sort de Madame Kesselbach et de Geneviève, dont il suivait de loin les distances paisibles, et enfin, tenu au courant par Jean Doudeville qu'il avait envoyé à Veldanz, tenu au courant de toutes les négociations qui se poursuivaient entre la cour d'Allemagne et la régence de Pont-Veldanz, il employait, lui, tout son temps à liquider le passé et à préparer l'avenir. L'idée de la vie différente qu'il voulait mener sous les yeux de Madame Kesselbach l'agitait d'ambitions nouvelles et de sentiments imprévus, où l'image de Dolorès se trouvait mêlée, sans qu'il s'en rendût un compte exact. En quelques semaines, il supprima toutes les preuves qui auraient pu un jour le compromettre, toutes les traces qui auraient pu conduire jusqu'à lui. Il donna à chacun de ses anciens compagnons une somme d'argent suffisante pour les mettre à l'abri du besoin, et il leur dit adieu, en leur annonçant qu'il partait pour l'Amérique du Sud. Un matin, après une nuit de réflexion minutieuse et une étude approfondie de la situation, il s'écria « C'est fini, plus rien à craindre, le vieux Lupin est mort, place aux jeunes !» On lui apporta une dépêche d'Allemagne. C'était le dénouement attendu. Le Conseil de Régence, fortement influencé par la cour de Berlin, avait soumis la question aux électeurs du Grand-Duché, et les électeurs, fortement influencés par le Conseil de Régence, avaient affirmé leur attachement inébranlable à la vieille dynastie des Veldanz. Le comte Waldemar était chargé, ainsi que 3 délégués de la noblesse, de l'armée et de la magistrature, d'aller au château de Bruggen, d'établir rigoureusement l'identité du grand-duc Hermann IV et de prendre avec son Altesse toute disposition relative à son entrée triomphale dans la principauté de ses pairs, entrée qui aurait lieu vers le début du mois suivant. Cette fois, ça y est, se dit Lupin, le grand projet de M. Kesselbach se réalise. Il ne reste plus qu'à faire avaler mon Pierre-le-Duc au Val-de-Marne. Jeu d'enfant. Demain, les bancs de Geneviève et de Pierre seront publiés, et c'est la fiancée du grand-duc que l'on présentera à Val-de-Marne. Et, tout heureux, il partit en automobile pour le château de Bruggen. Il chantait dans sa voiture, il sifflait, il interpellait son chauffeur. « Octave, sais-tu qui tu as l'honneur de conduire? Le maître du monde, oui mon vieux, ça t'épate, hein? Parfaitement, c'est la vérité, je suis le maître du monde. » Il se frottait les mains et, continuant à monologuer, « Tout de même, ce fut long. Voilà 1 an que la lutte a commencé.
Il est vrai que c'est la lutte la plus formidable que j'ai soutenue, nom d'un chien qui a le guerre de géant. Et il répéta. Mais cette fois, ça y est, les ennemis sont à l'eau. Plus d'obstacles entre le but et moi. La place est libre, bâtissons. J'ai les matériaux sous la main, j'ai les ouvriers, bâtissons. Lupin, et que le palais soit digne de toi. Il se fit arrêter à quelques centaines de mètres du château, pour que son arrivée fût plus discrète, et il dit à Octave. Tu entreras d'ici 20 minutes, à 4 heures, et tu auras déposé mes valises dans le petit chalet qui est au bout du parc. C'est là que j'habiterai. Au premier détour du chemin, le château lui apparut, à l'extrémité d'une sombre allée de tilleuls. De loin, sur le perron, il aperçut Geneviève qui passait. Son cœur s'émut doucement. « Geneviève, Geneviève, dit-il avec tendresse, Geneviève, le vœu que j'ai fait à ta mère mourante se réalise également. Geneviève, grande duchesse, et moi, dans l'ombre, près d'elle, veillant à son bonheur et poursuivant les grandes combinaisons de Lupin. » Il éclata de rire, sauta derrière un groupe d'arbres qui se dressait à gauche de l'allée, et fila le long d'épais massifs. De la sorte, il parvenait au château sans qu'on eût pu le surprendre des fenêtres du salon ou des chambres principales. Son désir était de voir Dolorès avant qu'elle ne le vît, et comme il avait fait pour Geneviève, il prononça son nom plusieurs fois, mais avec une émotion qui l'étonnait lui-même. « Dolorès, Dolorès !» Furtivement, il suivit les couloirs et gagna la salle à manger. De cette pièce, par une glace sans teint, il pouvait apercevoir la moitié du salon. Il s'approcha. Dolorès était allongée sur une chaise longue, et Pierre-le-Duc, à genoux devant elle, la regardait d'un air extasié. Fin du chapitre 16.